Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre téléjournal de la Haute-Gaspésie. Mon nom est Louis Laflamme et je suis en compagnie de Dominique Fortier Bonjour Louis. et de Frédéric Deroy. Bonjour Louis. Bonjour messieurs. Sans plus tarder, lançons-nous dans le vif du sujet. Cette semaine, mardi matin, on annonçait que Transcontinental, le géant médiatique, mettait en vente l'ensemble de ses journaux, de ses hebdomadaires au Québec. Il s'agit en fait de 93 journaux et magazines hebdomadaires que TC décide de mettre en vente. C'est des hebdos qui touchent le Québec, mais aussi l'Ontario. On a aussi appris que cette vente se regroupait en 27 sous-groupes, 27 sous-groupes indépendants qui sont mis en vente par TC. Frédéric? Oui, ben là, la cruelle réalité de la business nous rattrape. Donc, moi, je peux me permettre parce que je suis pas un employé et tout, mais c'est un peu triste de voir que c'est pas nécessairement l'information qui est le but premier de TC Media, mais c'est faire de l'argent. Et là, on constate que même, ça fait pas très longtemps qu'il s'était porté acquéreur de ces journaux-là. Et déjà, ils sont en vente. Mais dans ce que j'ai pu entendre dernièrement, on dit mais on peut rester partenaire avec l'impression et la distribution. Donc, on peut garder ce qui fait de l'argent et vous débrouillez-vous avec le reste. Donc, c'est un peu cruel, mais c'est comme ça. Depuis quelques années, tout ce qui est médias imprimés a plus de difficultés. Mais une vente aussi rapide, sans peut-être sentir qu'il y a un réel espoir ou un réel désir d'avoir de l'information régionale. Donc, c'est vraiment, c'est de la business. C'est ce qui mène les décisions. Alors nous, en région comme ça, ben, c'est sûr que c'est une triste nouvelle parce que si on ne trouve pas d'acquéreur, bon, qu'est-ce qui va advenir des hebdos? Et s'il y a acquéreur, ça va être quoi la raison pourquoi il achète? Est-ce que c'est pour démanteler après ou c'est... Donc là, on est dans l'incertitude et en Gaspésie, c'est une des dernières sources d'informations vraiment locales, les hebdos de TC. Donc, c'est inquiétant pour la région parce que de plus en plus, on a des sources d'informations. Moi, ce qui se passe à Montréal, je m'en fous un peu, là. Même à la limite, à Matane, c'est le fun de savoir ce qui se passe à Matane, mais moi, je reste pas à Matane. Donc, d'avoir de l'information pour Saint-Anne-des-Monts, pour Gaspé, pour Carleton, c'est important parce que si on n'existe pas dans les médias, on n'existe pas. Si on se fait parler des autres gens, ben, et à la limite, nos jeunes, c'est l'information, ils entendent parler de Rimouski, de Québec, de Montréal. Alors, c'est ce qui devient intéressant pour eux parce que c'est ce qu'ils entendent parler d'eux. Donc, pour exister, on doit avoir une présence médiatique. Et depuis plusieurs années, ça fond, ça fond, ça fond. Et là on fragilise beaucoup la région et son impact médiatique sur la population. Donc, j'espère que quelqu'un va acheter et les garder ouverts et garder l'information pour notre population. Donc, mais c'est de voir la cruauté du marché, c'est la business avant tout. Et là, on en a un bel exemple. Et la présence justement de la nouvelle régionale au sein des médias nationaux assez frette. Il y a plusieurs études qui sont sorties Ouais. à cet effet-là, Frédéric. Donc, on voit que si les hebdos locaux ne sont pas sur le terrain, c'est pas le média national qui va prendre le relais de l'information. Non, vraiment pas. Et moi, pour m'être présenté en politique 2 fois, et pour avoir parlé aussi avec d'autres candidats ailleurs dans les régions, c'est vraiment les médias régionaux, les journaux locaux qui nous donnent de l'attention. Et c'est souvent les médias locaux comme ça qui ont été le plus équitables avec tous les candidats, souvent dans une campagne électorale, où vraiment tout le monde avait une place. Aussitôt qu'on grossit le média, qu'on va un peu plus haut, ça va être surtout les deux qui bataillent pour la tête, qui ont une chance de gagner, et tous les autres partis sont mis de côté. Tandis qu'à chaque fois qu'il y a eu une campagne électorale, puis je l'ai senti aussi dans d'autres régions du Québec en parlant avec d'autres candidats, c'est vraiment les journaux locaux qui donnaient une chance égale à tout le monde. Donc, d'un point de vue aussi démocratique, c'est essentiel d'avoir des journaux locaux, des radios locales et tout, mais le journal a comme un aura, tu sais, c'est autre chose. C'est un journal, ça marque l'imaginaire, on dirait que c'est une présence médiatique essentielle qu'on doit avoir. Et tout ça, c'est une perte, là, c'est une réelle perte. Je ne sais pas si les gens en prennent conscience là, mais si on se réveille un jour avec plus de journaux locaux, où on va constater que on parle plus de nous, là, tu sais. Donc,
c'est difficile à prendre. C'est triste pour quelqu'un qui aime le développement régional et qui aime sa région. On doit avoir ce genre d'outils-là et c'est essentiel autant pour le développement économique que pour un point de vue politique, démocratique. Si on veut vraiment que les gens soient informés correctement sur ce qui se passe dans leur communauté, on a besoin de ces journaux-là. Alors, j'espère qu'il va y avoir une conclusion intéressante à tout ça. Et justement, si tu me permets, Louis, en terminant sur le sujet, actuellement, ce que les patrons de Transcontinental nous disaient, c'est que la période de vente est ouverte. Donc, des gens qui voudraient se porter acquéreurs des journaux de la Gaspésie, on parle d'un bloc gaspésien, soit l'Écho de la Baie, le Havre, le Pharion et l'Avantage gaspésien. C'est le bloc gaspésien qui fait partie de ceux qui sont à vendre. Donc, les gens intéressés peuvent faire une offre dès maintenant et c'est ouvert pour les prochains mois. Et TC dit qu'il acceptera toute offre raisonnable. Donc, c'est aux gens, aux petites entreprises locales de presse, on peut penser, on a des gens de la Côte-Nord, ceux qui opèrent le Nord-Côtier ou bien l'Info Dimanche à Rivière-du-Loup, des petites entreprises de presse qui seraient intéressées, bien, le marché est ouvert en ce moment. Je pense que ce serait un bon sujet aussi à amener à la table élargie des préfets, à tout le moins pour essayer de stimuler des discussions dans la région, des regroupements. Il faut faire quelque chose parce qu'on est les premiers perdants si on n'a plus ces outils-là. Après Québécois et Transcontinental, les deux géants des médias au Québec, on sent que TC vise beaucoup plus des acheteurs locaux pour ces journaux en région. Puis aussi, TC s'est donné une période tampon de 3 à 6 mois. Donc, on devrait avoir plus d'informations à ce sujet dans les prochains mois. Dans un tout autre ordre d'idées, Dominique, la MRC de la Haute-Gaspésie a honoré le maire de Saint-Siméon. Oui, exactement. Hier, on avait une rencontre pour la Régie de l'énergie ici à Sainte-Anne-des-Monts et ce fut l'occasion pour les différents préfets et élus de la Gaspésie de se retrouver autour d'une même table. Aline Cormier, notre préfet ici en Haute-Gaspésie, a pris l'initiative de souligner les 40 ans de vie politique de M. Jean-Guy Poirier, maire de Saint-Siméon et aussi préfet de Bonaventure. On le voit ici à l'écran, tenant la plaque honorifique qui a été créée par l'ébéniste David-Diane Auclair et également accompagné du maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes. Alors, ce fut le moment de donner un petit coup de chapeau à Jean-Guy Poirier. 40 ans de vie politique, c'est pas rien. Il fêtera son 81e anniversaire la semaine prochaine et probablement que ce sera son dernier mandat. Il prendra ensuite sa retraite, une retraite bien méritée. Je pense qu'on peut le dire sans trop se tromper à ce point-ci. Donc, M. Poirier, je ne sais pas, est-ce que c'est quelqu'un que tu as eu l'occasion de côtoyer dans tes années d'implication? Pas nécessairement, mais c'est un nom qui est revenu souvent du fait de sa longue carrière. Ce qui me faisait un peu rigoler dans les commentaires, c'est que tout le monde a eu l'air à s'astiner ou à chicaner un jour ou l'autre avec M. Poirier, mais il y a quand même un respect d'installer, comme quoi c'est un homme... Et puis c'est de la démocratie, donc il a gagné ses élections. Donc il faut croire qu'il a plu à la population. Mais c'était quand même amusant de lire les commentaires, comme quoi il y a eu quand même quelques prises de bec avec un peu tout le monde, mais en bout de ligne, on respecte sa carrière et l'homme en tant que tel. Et ce qui me faisait un peu, quand tu dis, la retraite ou c'est peut-être son dernier mandat, il aurait peut-être fait un peu comme sa Dominique Michel. Donc, de ce que j'ai su, il avait à quelques reprises annoncé que c'était son dernier mandat. Et il est toujours là. On pourrait être surpris, oui. Ben oui, mais en même temps, je pense que la politique, il y a un côté passion et amour de sa région. Donc, ça, on peut certainement pas lui enlever. Alors, félicitations, M. Poirier. Et 40 ans de vie politique active en ce moment, il ne doit pas avoir beaucoup d'autres maires ou de préfets au Québec je pense pas. Qui sont encore actifs là, avec 40 ans. En Gaspésie, je pense que c'est le seul qui a une aussi longue carrière. Effectivement. Et même au Québec, il doit être dans le top 5 facilement. Alors, peut-être que les prochains honneurs viendront de l'Assemblée nationale, on sait jamais. Et voilà, pourquoi pas. Puis sinon, Dominique, le litige avec entre le groupement forestier et la MRC refait surface. Il y a des maires qui sont pas trop satisfaits de l'entente qui a été conclue. Ben oui, Louis, en fait, on en parlait la semaine dernière. Tu étais présent avec moi lors du Conseil des maires. Madame Mont-Saint-Pierre, Linda Laflamme, avait demandé le vote au sujet de l'entente qui avait été négociée entre Simon Deschênes, Aline Cormier et des gens du groupement forestier pour l'octroi d'un contrat de 80 000 $. Malheureusement, justement, 3 maires se sont opposés.
Landry, Régent Normand et Jude Landry qui semblait être le plus furieux des trois. Il nous a d'ailleurs convoqué pour nous donner son point de vue. Ce que M. Landry dénonce, c'est que l'octroi de ce contrat vienne piger dans l'argent du fonds forestier qui est remis aux municipalités. Alors jusque-là, la dénonciation, le point de vue semblait raisonnable jusqu'à ce que la MRC nous rappelle pour nous dire non, effectivement, il y a des nuances à apporter. Le fonds forestier est divisé en 4 branches. Une branche pour les travaux sylvicoles et une branche de redevance aux municipalités. Donc, l'argent qui a été utilisé pour octroyer un contrat au groupement forestier n'aurait rien à voir avec les redevances qui sont remises aux municipalités. Donc, c'est une façon un petit peu de remettre les pendules à l'heure. Alors, moi, personnellement, sur une note très éditoriale, je souhaite que ce litige prenne fin. Ça fait 1 an que c'est dans les médias. Ça ne peut pas être bon pour le développement régional, le développement local. C'est des entreprises locales et des élus qui s'obstinent. On souhaitait que ça soit terminé avec l'entente qui avait été conclue la dernière fois au Conseil des maires. Souhaitons cette fois-ci que ce sera la fin de cette histoire. Ouais, juste pour ajouter, dans le fond, ce qui est dommage un peu en bout de ligne, c'est qu'on a trouvé une solution. C'est normal qu'un vote est demandé parce que c'est démocratique, c'est bien correct, la machine fonctionne comme ça. Mais de voir les interventions de M. Landry et de s'apercevoir après peut-être que finalement c'est parce que quelque chose avait été pas bien expliqué ou que Donc, moi, il y a ça. Je pense qu'à l'interne, il y a eu un petit problème de communication parce que si on avait mis bien sur table quel montant sert à quoi et que personne n'est coupé dans ces transferts, M. Landry n'aurait même pas eu à faire une sortie. Et peut-être qu'il n'y aurait même pas eu de vote le soir même en ayant mis sur la table toutes ces informations-là. Donc, il y a peut-être une leçon à tirer là-dedans, point de vue communication à l'interne, de bien vendre une entente et de bien expliquer à tous les maires qu'il n'y aurait aucune perte de revenus pour leur municipalité. Parce que tout le monde a besoin de chaque dollar. Les municipalités en région ici ont besoin de chaque sou. Donc, c'est sûr que si on a l'impression qu'on va perdre 8 000 il n'y a personne qui saute de joie, là, surtout pour une entente pour une entreprise. Et comme M. Landry le disait, ça n'a rien à voir avec un problème personnel avec le groupement. C'est pas ça, c'était le principe. Donc, si tout avait été bien dit, bien expliqué et que les montants avaient été bien décortiqués le soir où l'entente a été présentée, je pense que M. Landry n'aurait pas eu à sortir et peut-être même qu'il n'y aurait même pas eu de demande de vote de fait. Donc, il y a peut-être ça là, qu'on peut retenir comme leçon pour améliorer la prochaine fois là, qu'il y aura une entente ou quelque chose à faire accepter à toutes les maires, d'être sûr que le dossier est bien expliqué et bien décortiqué. Tout à fait. Et sinon, Dominique et Fred, avec l'hiver qui peine à nous quitter, oui. C'est maintenant l'heure du bilan pour Tourisme Gaspésie qui a mis fin à une saison hivernale qu'il a qualifiée d'exceptionnelle à plusieurs niveaux. Notamment pour la saison de ski, les amateurs de ski hors piste ont été choyés cette année avec des conditions idéales, avec beaucoup de neige qui est tombée sur les montagnes gaspésiennes. Mais il y a aussi les motoneigistes qui ont pleinement profité de la saison. Oui, bien on sait, mon cher Louis, que les motoneigistes viennent en grand nombre en Gaspésie, notamment avec le circuit qui a été fait, l'espèce de boucle qu'on parle à l'intérieur des terres de la Gaspésie. Et afin d'assurer une rétention des motoneigistes, ça prenait un poste d'essence et il y avait un vide à ce niveau-là. Dans le coin de Cascapédia, il y avait le relais de la cache qui avait été vendu, racheté par le conseil de bande des Micmacs, mais qui prévoyait seulement le remettre en fonction dès l'an prochain. Mais finalement, la SADC de la Haute-Gaspésie, avec Richard Marin, en collaboration avec l'Association des motoneigistes de la Gaspésie, ont décidé de remettre le poste d'essence en fonction cette année. Et les résultats sont éloquents. On parle de touristes qui sont venus d'aussi loin que du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, des États-Unis, pour participer justement à cette belle saison hivernale ici en Gaspésie, au niveau de la motoneige. Donc, je pense que ça a contribué au succès du tourisme hivernal cet hiver. Oui, puis la directrice de l'organisme, Joëlle Ross, nous annonçait que la programmation pour la saison estivale, la saison touristique estivale sera faite le 12 mai prochain dans le Parc national de la Gaspésie. D'accord. Moi, pour revenir rapidement avec la cache, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que on a réussi à trouver une belle entente. Les gens travaillent avec les Micmacs, avec ici la Haute-Gaspésie et tout, donc il y a eu des bonnes discussions et il y a moyen de travailler ensemble et je trouve ça vraiment intéressant. Et pour le ski hors piste,
le fait que le Chic Shack à Murdochville offre maintenant aussi avant, c'était à peu près seulement le parc de la Gaspésie qui pouvait offrir. Là, on a une autre offre. Donc, oui, on développe le tourisme hivernal, puis c'est vraiment intéressant. L'offre, d'année en année, se solidifie, se bonifie. Donc, je pense que la région est capable de se prendre en main et on a plusieurs bons exemples dernièrement. Et rapidement, Dominique, Oui. tu vas nous parler de la Fondation Louise-Amélie. Oui, c'est l'annuel vin, fromage et charcuterie fine de la maison Louise-Amélie qui se tiendra le samedi 6 mai prochain au club de golf Le Gaspésien. Alors, c'est la 20e édition. Simon Deschênes agira à titre de maire président d'honneur et des billets sont actuellement disponibles à la Société des alcools de Sainte-Anne-des-Monts et on peut également appeler au centre Louise-Amélie au 763-76-41 et à peine quelques secondes pour nous parler d'une exposition qui aura lieu à Québec. Oui, l'artiste annemontoise Lise Tanguay qui présentera sa prochaine exposition intitulée Migrants, l'humanité des ombres à la Galerie d'art chez Alfred Pellan à Limoilou à Québec du 20 au 23 avril prochain. Elle faisait le vernissage ce soir à compter de 18h. C'est une série de 20 tableaux grand format qui transmettent les émotions vécues par l'artiste en constatant toutes les horreurs de la crise des migrants qui fait rage un peu partout dans le monde. Donc, c'est un talent gaspésien qui sera présenté à Québec cette semaine. À découvrir. Alors, sans plus tarder, on se dirige vers une pause et tout de suite après la pause, on sera de retour pour le segment Entrevue de la semaine. Je m'appelle Zachary. Voilà. Je suis amputé à la jambe gauche. Ça, c'est ici, c'est fait pourquoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des aptitudes, ça m'aide beaucoup. Ça, c'est ma jambe quand j'avais 3 ans. 4 ans. Ben. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ans et j'ai 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Alors, nous sommes de retour à notre nouvellement rebaptisé téléjournal de la Haute-Gaspésie. Alors, c'est maintenant notre portion entrevue avec M. Denis Tremblay. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour. Alors, vous êtes ici avec nous cette semaine pour nous parler d'un nouveau projet, un nouveau regroupement qui a été mis sur pied. Je vous laisse nous en donner les grandes lignes pour commencer. Premièrement, c'est un regroupement d'anciens combattants, autres que la Légion canadienne. On est comme en parallèle, mais avec le temps, on s'est aperçu que les nouveaux anciens combattants, qu'on pourrait dire, de la nouvelle génération, on avait des besoins autres que la Légion pouvait offrir. C'est un groupement qui a débuté en 2008. On est présentement environ 2000 membres à travers le Canada, la France, l'Allemagne, la Nouvelle-Calédonie. On a des membres en Bosnie, au Japon, en Thaïlande et jusqu'en Australie. Là, présentement, nous, on a commencé le chapitre de la Gaspésie OK. avec le Qui président. n'existait pas auparavant, là. Non, OK. le plus proche était Rimouski. OK. C'est pour ça que le président Alain Tremblay a décidé qu'on faisait un chapitre de la Gaspésie. Et justement, parlez-nous de l'importance d'avoir un tel groupe. Vous nous avez parlé de la Légion canadienne, dont on sait que la mission peut peut-être s'apparenter en quelques points à ce que fait votre regroupement. Mais en quoi c'est important d'avoir un nouveau regroupement aujourd'hui ici en Gaspésie? Bien, la raison principale, c'est de briser l'isolement des anciens combattants, parce qu'on s'est aperçu qu'il y en avait plus qu'on pensait, d'anciens combattants qui revenaient de l'Afghanistan, qui étaient revenus de la Bosnie dans les années 90, puis qui étaient complètement isolés, puis qu'ils n'étaient pas capables de... quelqu'un qui a des symptômes post-traumatiques ne peut pas nécessairement remplir des formulaires qui sont assez compliqués de la part d'anciens combattants. Ça fait que de ce côté-là, on s'implique pour essayer d'aiguiller ces personnes-là à la bonne place pour avoir les bons services à qui ils ont droit.
et aussi votre regroupement veut que les gens puissent justement se rencontrer dans des contextes plus légers où c'est facile d'échanger avec des semblables, là, qui ont vécu des Exactement, expériences exactement. similaires, ouais. On essaie de faire des activités. Pour commencer, là, on a fait 2 soupers. Puis, à venir, il va y avoir d'autres activités. Il y a une chose que je voudrais clarifier, c'est qu'il y a beaucoup de membres qui sont comme moi, c'est ce qu'on porte, on porte nos médailles, nos couleurs. Mais je voudrais juste préciser qu'on n'est pas un club de moto. Puis on ne sera jamais un club de moto. Puis parce qu'à un moment donné, il y avait eu des nouvelles qui avaient passé on faisait partie de groupes de motos, moteurs criminalisés. Puis c'est À pas part ça. le cuir, il n'y a rien d'autre, là. Non, Puis, c'est ça. ok. Non, c'est ça. Puis chaque membre porte les mêmes couleurs que moi. Puis c'est justement, on sont responsables d'avoir une tenue exemplaire, puis de démontrer qu'on est des anciens combattants, là. On est des militaires à la base, là. Et quand on parle de la nouvelle génération, là, peut-être pour situer les plus jeunes dans le temps, on parle, j'imagine, pour les premiers anciens combattants, on parle des Premières Guerres mondiales, mais plus récemment, la nouvelle génération, quel conflit aurait pu participer ces combattants-là? Ben, on parle, à partir des années 90, on parle de la Bosnie. Ben, plus vers 90, le début 90, on parle du Koweït, les premières guerres en Irak. On parle, suite à ça, on a eu la Bosnie, Haïti, on a eu en Afrique aussi, au Rwanda. Fait que la Légion canadienne était surtout axée sur les anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale. OK. Puis c'est ça, avec le temps, on s'est aperçu que les besoins n'étaient pas tout à fait pareils, là. Puis le niveau d'âge aussi, puis c'est ça, comme regroupement d'anciens combattants, on a besoin de se rencontrer ensemble et de parler de la même chose, là. Et ici, en Gaspésie, est-ce qu'il y a beaucoup d'anciens combattants? À combien estimez-vous le nombre? C'est dur à mettre un nombre, mais on pourrait dire en centaines, là. Mais c'est dur de... On va le voir avec justement avec la publicité, puis avec les médias. Peut-être qu'on va avoir plus de monde qui vont se présenter, là, mais... Dans les dernières années, on entendait souvent un peu ce qui découlait, c'est qu'on s'occupait moins bien de nos anciens combattants dans les dernières années qu'on aurait pu le faire avant. Ou, il y avait beaucoup de demandes, on sentait qu'on avait un peu abandonné les anciens combattants au niveau comme fédéral. Est-ce que ça s'améliore? Est-ce qu'il y a des meilleures décisions qui ont été prises au sujet du gouvernement? Parce que c'est pas un sujet non plus qui fait l'actualité souvent. Mais quand on en entendait parler, c'était qu'il y avait un manque de ressources ou qu'on on traitait pas tant si bien que ça nos anciens combattants au Canada. Est-ce que ça s'améliore? Disons qu'il y a eu beaucoup de ratés, suite surtout à l'Afghanistan. Parce que le nombre d'anciens combattants qui revenaient de l'Afghanistan était... Disons que l'ancien combattant n'était pas vraiment adapté pour les soldats qui revenaient de l'Afghanistan. Puis il y en a beaucoup qui revenaient avec des syndromes post-traumatiques. Ça fait qu'on s'est ramassé avec beaucoup de... On s'est ramassé avec beaucoup de soldats là, avec des syndromes post-traumatiques qui avaient besoin de psychologues, de psychiatres et tout ça. Puis le système ne fournissait pas. Ça fait que, disons qu'ils ont amélioré de beaucoup, mais il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter. Donc, vous êtes positif, mais il reste beaucoup de choses à faire. Exactement. Et justement, en étant un nouveau groupe, le recrutement est à l'honneur. Donc, j'imagine que dans les prochains mois, vous allez aller à la conquête de nouveaux membres. Hein? Oui, exactement. On va essayer on va se promener en Gaspésie. Puis on va aller dans les légions, on va aller se promener, puis on va essayer de rencontrer des anciens combattants sur leur territoire, dans le sud, du côté sud. Puis on va essayer de faire le plus de recrutement possible. Et jusqu'à maintenant, il y a combien de membres dans la section Gaspésie? Ben, pour la Gaspésie, on est à peu près une dizaine. Là. Okay. On commence. C'est tout neuf. Ouais, c'est tout neuf. Fait que, on est en recrutement. Et justement, je pense que depuis le début de l'entrevue, on n'a même pas mentionné quel était le nom officiel de votre groupe. Si vous pouviez nous faire un très bref historique de quoi il s'agit exactement. Là. Ben, le groupe, c'est Vétérans UN-NATO. UN pour Nations Unies, puis NATO, c'est le traité de l'Atlantique Nord. Oui. Puis, c'est ça, c'est un regroupement privé qui est complètement détaché des Forces armées canadiennes, complètement détaché de la Légion canadienne. On est un groupe privé, puis
Et sur un plan plus personnel, lorsqu'on peut justement retrouver d'autres anciens combattants comme nous, à quel point que c'est plus facile de parler à ces gens-là et pourquoi on a plus de misère à parler de nos expériences avec nos proches directs, avec notre famille? C'est pas seulement les proches ou c'est que je vais vous donner un exemple de parler de bombardement avec un civil qui n'a jamais connu ça. C'est pas évident. Il ne nous comprendra pas exactement là, puis il y en a beaucoup qui ont des problèmes, avec ça. Là. Puis c'est la compréhension. Là. Oui. Puis on a besoin de devoir s'extérioriser justement Exactement. pour faire sortir ça. Oui, exactement. La Légion canadienne, au début, était faite. Moi, je dis tout le temps que la Légion canadienne au début, c'était les psychologues de la Deuxième Guerre mondiale, là, parce que c'était une place de regroupement où les soldats parlaient seulement de ce qu'ils avaient vu sur les champs de bataille. Puis, disons que nous, c'est la même chose, mais en plus jeune. Oui, en nouvelle génération. Alors, rapidement, Frédéric, tu avais une question? Rapidement, dans le fond, est-ce que les nouvelles guerres amènent plus de dommages, je dirais, psychologiques aux anciens soldats qu'avant, c'était peut-être plus des blessures? Visuellement, peut-être, on s'est habitué à avoir des anciens combattants qui avaient plus des blessures physiques, mais maintenant, est-ce que le problème majeur des anciens combattants, c'est plus au niveau psychologique? Ça pourrait paraître qu'on en a plus avec la nouvelle génération, mais c'est que les soldats de la Deuxième Guerre mondiale n'étaient pas évalués de la même façon que nous autres. Puis ils revenaient de la Deuxième Guerre mondiale, puis les soldats de la Deuxième Guerre mondiale, ils revenaient, ils s'en allaient travailler à la ferme, puis il n'y avait pas les communications qu'on a aujourd'hui. Fait que évaluer entre les soldats de la première, deuxième, puis nous, c'est assez dur. Mais moi, je dirais que ça peut arriver pas mal proche l'un de l'autre. OK. Dans le fond, il y a une meilleure évaluation, mais il y a une meilleure connaissance exactement, parce ce qui se passe avec la guerre. À la Deuxième Guerre mondiale, on n'avait pas le nom syndrome post-traumatique. Ouais. Ils ne connaissaient pas ça. Là. Et M. Tremblay, dites-nous, pour les gens qui nous regardent à la maison, qui seraient intéressés à faire partie du groupe vétéran ou de NATO, comment fait-on pour entrer en contact avec vous? Premièrement, on peut communiquer avec M. Allen Tremblay, qui est le président, au numéro 418-763-4836, excusez. Et moi-même, qui est vice-président, Denis Tremblay, au 418-967-0486, ou vous pouvez aller sur le site Internet Google Vétéran UN NATO. Puis le formulaire, vous pouvez imprimer le formulaire à partir du site Internet. Alors, merci infiniment d'avoir été avec nous, M. Tremblay. Alors, on va vous suivre dans votre tournée estivale. Alors, si vous voyez des gentils des gentils vétérans habillés en cuir qui se promènent autour de la Gaspésie, vous pouvez leur faire confiance. Merci beaucoup. Alors, merci à vous et bonne tournée cet été. Merci beaucoup. Alors, Frédéric et oui, c'est maintenant l'heure de passer à la vie sociale. Alors, simplement pour vous rappeler que le Club des 50 ans et plus de Sainte-Anne-des-Monts tiendra une soirée de Ouest militaire, juste pour toi, Frédéric, le 28 avril à 19h au local du club, tandis que la corporation Gros-Morne tiendra son assemblée générale annuelle le dimanche 13 avril à 13h à la salle paroissiale située au sous-sol de l'église de Gros-Morne. Le rapport des activités et le bilan financier seront présentés, de même que la tenue d'élection au conseil d'administration, Louis. Et qu'est-ce qui se passe au club de Sainte-Anne-des-Monts? Le Club des 50 ans de Sainte-Anne-des-Monts tient son bazar annuel le samedi 6 mai prochain de 8h30 à 17h. Ça va être au local du club qui est situé au 134 de la 11e rue Ouest. Les gens qui sont intéressés peuvent réserver une table dès maintenant en appelant Cécile au 88 763 29 88. Et en terminant, des cours de peinture avec l'artiste Sylvain Gagnon sont offerts à la maison L'Essentiel de Gros-Morne les lundis et vendredis de 13h à 16h ou de 18h30 à 21h30. Pour information, on peut appeler au 88 967 0232. C'est ce qui met fin à ce bulletin de nouvelles. Louis, je te lance la balle pour notre conclusion. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Au nom de tous mes collaborateurs, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre nouvellement baptisé téléjournal de la Haute-Gaspésie. Au revoir.